Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, pour la reprise de Data Buzzword, on va continuer notre série de tutoriels sur la reconnaissance faciale. Le premier épisode traitait de la partie théorique, le deuxième d'un cas simple en pratique. Et là, cette semaine, on va faire du scrapping pour reconnaître tous les personnages politiques de ce monde, que ce soit dans les différents pays, président ou premier ministre. On va utiliser des techniques de scrapping web relativement simples et également de scrapping de moteurs de recherche d'images. On y va, c'est parti. Comme d'habitude, je vous ai préparé un petit environnement qui a déjà tout, qui a le code et puis qui a tous les softs installés qui sont nécessaires. Ça, je vous le mets comme d'habitude dans Docker Hub, vous avez le lien dans la description et puis vous avez le GitHub qui vient avec, qui vous permet de refaire le Docker, en tout cas voir comment le Docker a été fait, et le code également sur GitHub. Donc tout ça, vous l'aurez dans la description. La première chose qu'on va faire, nous, c'est qu'on va copier cette chose-là, Data Buzzword / recognition _ES, parce que je vous ai fait une version qui a déjà Elasticsearch, OpenDistro, qui est la version, on va dire, une version ouverte, un fork ouvert de Elasticsearch, qui nous servira pour la semaine prochaine, pour le prochain tuto. Donc on va utiliser ça. Ça va être simple, on va aller comme d'habitude sur l'environnement OVH, dans la partie Public Cloud OVH, iTraining, ici, et on va lancer un nouveau job. Donc je vais cliquer sur Launch a New Job. Si vous ne savez pas comment faire, vous avez de la difficulté, il y a des tutos. Le tuto, il s'appelle Les outils, je pense que c'est l'épisode 4. Je vous mettrai le lien juste ici. Hop, je vais ici cliquer sur Graveline, mettre une image custom et je vais mettre Data Buzzword / Face Recognition. Quand je vais cliquer sur suivant, je peux mettre mes scripts. Encore une fois, je vous renvoie vers la vidéo qui traitait du sujet. J'oublie pas le petit plus ici. Je clique sur suivant, 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 et je lance le job. Ok. Moi, je voulais déjà lancer, donc je vais pas relancer. Quand le job va se lancer, vous aurez cette petite fenêtre, et ici, vous aurez Access. Donc, je vais cliquer là-dessus, et ça va m'ouvrir une fenêtre. Dans cette fenêtre, vous avez, comme d'habitude, le Visual Studio si vous en avez besoin, le Jupyter Lab, et je vous ai rajouté quelques softs comme Label Studio. Superset, je crois qu'il ne fonctionne pas encore, je ne l'ai pas encore proprifié, je n'ai pas encore rendu ça hyper propre. Mais vous avez les tutos vidéo sur les différentes parties, le chat de la communauté, le GitHub, le blog, mon Twitter et quelques articles recommandés pour la lecture si jamais vous en avez besoin. Donc on va cliquer sur Jupyter Lab, ça va nous envoyer dans cette page-là. C'est la page où il y a le code. Le notebook qui m'intéresse, c'est celui qui s'appelle Scrapper. Alors, on rentre dans le gros du sujet, pardon. Les scrappers. Il y a plusieurs méthodes pour faire du scrapping web. L'une des méthodes, on va dire les plus anciennes, c'est que les serveurs web génèrent encore, mais c'est de moins en moins fréquent, des pages statiques. Donc ça veut dire que, plus ou moins statique, on va dire que le serveur web fait le rendu de son côté et vous envoie une page HTML. Ce qui se fait de plus en plus, c'est que maintenant le serveur vous renvoie, quand vous arrivez sur une page, vous renvoie en fait une trame, on va dire, une base de page. Et en réalité, c'est votre navigateur, à travers ce qu'on appelle le JavaScript, donc du code qui va s'exécuter dans le navigateur, qui va faire des allers-retours, donc ce qu'on appelle de l'asynchrone, des appels asynchrones à des API. Donc souvent, on utilise une méthode qu'on appelle Ajax, pour dire que c'est du JavaScript asynchrone, pour ramener la donnée de façon dynamique dans le navigateur. Ça vous permet d'avoir des scrolls infinis, comme par exemple sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter, du chargement dynamique. Mais le désavantage, c'est quand on veut faire du scrapping, en fait, c'est beaucoup plus compliqué d'interagir avec ça. Donc les méthodes, on les verra plus tard, ces méthodes de scrapping de contenu dynamique. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est du scrapping de contenu plus ou moins statique. Pour rappel, notre objectif, c'était d'avoir la liste des différentes personnalités politiques de plusieurs pays, pour ensuite avoir un certain nombre de noms avec leurs fonctions, le pays auquel ils sont attribués, donc par exemple qui est le Premier ministre du Kenya, par exemple, et ensuite d'aller scraper une base de données d'images pour retrouver cette personne-là, en faire en fait on va dire la reconnaissance faciale, extraire les caractéristiques spécifiques de la personne, et la semaine prochaine, on verra comment on indexe ça à l'intérieur d'un système type Elasticsearch ou OpenDistro qui est l'équivalent. Donc on va se concentrer aujourd'hui sur la partie scrapping. Première chose, c'est que j'ai trouvé un article de référence
qui est la liste of current prime ministers president in the world. Donc là, ça date de mai 2018, c'est pas grave, ça n'a pas beaucoup changé. Et puis surtout, c'est une page que vous voyez qui est le contenu est statique, hein, enfin relativement statique, c'est-à-dire que quand je la refresh, c'est pas des bouts qui apparaissent au fur et à mesure. On peut le vérifier en faisant clic droit, on peut inspecter. Ici, on peut aller dans l'onglet Network, donc je rappelle, clic droit, inspect. On peut aller dans Network, ici. Et si vous rafraîchissez la page, en fait, vous allez avoir soit tout le contenu, soit vous pouvez regarder ce qu'on appelle le XHR. Moi, je vous conseille d'aller regarder ça. Ça veut dire que c'est les requêtes asynchrones. En fait, vous allez voir qu'ici, vous n'avez pas beaucoup de contenu qui est généré. Donc, je vais regarder chacun des fichiers. Je vais mettre dans l'onglet Response. Et comme je vois qu'il ne se passe rien, ça veut dire que le contenu était statique. Si le contenu avait été dynamique, donc si par exemple, je ne vais pas vous le montrer là, mais si vous allez dans une page, par exemple LinkedIn ou Facebook, vous allez voir, il y a plein de choses qui vont apparaître et en fait, vous allez avoir énormément de contenu qui va apparaître là, sur une ou plusieurs de ces éléments. Et ça veut dire que la page, en fait, elle va chercher du contenu à l'extérieur, elle va le ramener et ensuite elle va l'insérer dans votre navigateur. Donc c'est vraiment deux méthodes différentes. Donc ça m'assure que la page elle est relativement statique. On va regarder un petit peu comment elle est faite très rapidement. On va faire un clic droit, inspecter. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est un tableau, table en HTML. Donc c'est un tableau avec différentes lignes et colonnes. Très intéressant. Mais en fait, il y a un deuxième tableau. Et puis il y a un troisième tableau. Et en fait, si je les regarde, ces tableaux-là, je vois qu'il y a un tableau, il y a une personne, il y a un autre tableau qui est intermédiaire. Vous voyez, je passe dessus en bleu, je remonte, je regarde où est-ce qu'il s'arrête ce tableau-là. Je remonte, je redescends un petit peu. Hop, hop. Il s'arrête à l'Iran. Et puis il y a un troisième tableau au-dessus. Donc en fait, on dirait que ce grand tableau, en fait, c'est trois tableaux qui ont été concaténés. C'est pas grave. Nous, on va faire une méthode hyper simple pour aller chercher ce contenu-là. Je vais utiliser une bibliothèque qui s'appelle Pandas. Si vous ne connaissez pas Pandas, c'est la base de toute la data science, travail sur la data. C'est en gros le Excel du Python. Donc je vais utiliser pas mal ça. J'utiliserai d'autres bibliothèques, on les présentera au fur et à mesure, mais surtout je vais me concentrer là-dessus. Donc je vais aller voir cet article de référence en utilisant la bibliothèque Panda, que j'ai nommé avec l'alias PD. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire df-list pd.read.html. Donc le pandas a une... cet aliasing, c'est un aliasing standard, hein, je précise, que vous allez retrouver partout dans tous les tutos. Donc quand à chaque fois vous voyez pd. quelque chose, ça veut dire qu'en fait on fait appel à Panda. Donc pd.read.html et je mets ici toute la page HTML, en fait le lien de la page HTML, vous allez voir, c'est assez magique. Donc on y va, hop, qu'est-ce qui va se passer? df-list, regardez. En fait, ce qu'il va faire, c'est quand il va lire le read HTML, il va comprendre qu'il y a des tableaux, grâce aux balises que vous avez vues qui s'appellent table. Il va les prendre, il va les extraire, et il va découper, il va comprendre les en-têtes de tableaux, donc en gros, il va comprendre les différentes colonnes, les différentes lignes, etc., et il va les extraire. Donc là, il a compris qu'il y avait un tableau, un deuxième tableau et un troisième tableau. Ok. Donc, quand on a tout ça, donc là, je lui ai demandé juste montre-moi ce qu'il y a dedans. On pourrait explorer un petit peu en disant, regarde, quel est le premier élément de la liste? Hop, intéressant. Je vais regarder juste le premier élément. En fait, ce qu'il m'a envoyé, c'est qu'il m'a envoyé une liste de ce qu'on appelle des data frames, donc de tableaux Excel, on va dire. Ok. Donc il m'a dit, en gros, il y a 3 tableaux Excel dedans, donc je lui ai dit, montre-moi le premier. Vous voyez que c'est assez bien structuré, assez bien représenté avec Pandas. Ok, je vais regarder le deuxième et le troisième. Et là, vous allez retrouver que le troisième, il n'y a plus effectivement qu'une ligne. Donc en fait, on retrouve un petit peu le contenu de notre page web. C'est pour ça que je voulais vous le montrer. C'est parce que il y a 1000 façons de le faire, mais celle-ci, elle prend une seule ligne. Et parfois, keep it simple, stupid, c'est vraiment la meilleure des solutions. Donc, ce qu'on va voir, c'est que il y a bien 3 tableaux, et que le premier tableau, il fait 50 lignes, le deuxième tableau fait 46 lignes, et le troisième tableau doit faire une ligne. Oups là, pardon, le troisième tableau doit faire qu'une seule ligne. Et effectivement. Alors comment est-ce qu'on les met ensemble? D'un point de vue, là, sur une page HTML, on voit pas la différence, mais là, nous, quand on le scrape, on voit bien qu'il y a 3 objets différents. Ben, tout simplement, on va utiliser concat pour dire concaténation. Donc on va les coller ensemble. Donc pd.concat,
la liste de tableaux. J'aurais pu faire aussi tableau 1, tableau 2, table 3. Je vais faire comme ça plutôt. Hop, j'aurais pu dire table 1, table 2, table 3. Ça m'aurait fait exactement la même chose si j'avais juste récupéré les tableaux de façon unitaire. Aujourd'hui, on s'embête pas puisque j'ai dfList qui est déjà une liste. Et regardez ce qui va se passer. Donc je vais appeler df, pareil, c'est une convention pour dire data frame. Vous la trouvez partout, cette convention, quand vous allez utiliser Panda. Donc vous voyez que j'ai 97 lignes normales, 50 pour le premier tableau, 46 pour le deuxième tableau, 1 pour le troisième tableau, ce qui fait 97. Maintenant, regardez, on va arriver dans une méthode, enfin on va arriver dans un problème qu'on a systématiquement quand on fait de la data science. C'est pour ça que cet épisode il est un peu intéressant. On joint un peu les méthodes, on va dire deep learning que je vous ai montré la fois d'avant, avec les méthodes plutôt machine learning, où on traite plutôt sur la donnée tabulaire et en fait on se tape beaucoup de nettoyage. Donc là, on voit que la première ligne en réalité ce sont les en-têtes. Ok, ça on va le traiter. Donc la chose qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de bouger cette première ligne en la mettant en en-tête. On voit aussi qu'ici, que quand il y a un... Alors, vous voyez, on va aller sur la page HTML. Quand il y a quelqu'un qui n'est pas présent, quand c'est non applicable, on voit qu'il y a des tirets, des grands tirets, petits tirets, c'est un petit peu mélangé, c'est un petit peu sale. Parfois, il y en a deux. Parfois, il y en a deux plus un petit. Voilà. On voit qu'ici, il y a des surnoms avec ce qu'on appelle des quotes. Il y a des 2 points, il y a des... Voilà, bon. Ça, c'est pas terrible. Il y en a avec des numéros à gauche, d'autres sans numéros. Voilà, va falloir qu'on nettoie un petit peu tout ça. Donc si ça vous paraît acceptable en HTML, parce que ça se ressemble globalement, il faut savoir que pour un ordinateur, ça va pas du tout être le cas. Donc il va falloir qu'on nettoie un petit peu ces choses-là. Ok, très bien. Et qu'on les rassemble pour que ça fasse du sens. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà, la première chose, on va regarder les colonnes. Et vous voyez que les colonnes, c'est 0, 1, 2, 3. Normal, il n'y a pas d'en-tête. Et en réalité, quand vous regardez la table HTML, donc on va aller regarder la table HTML, il y a plusieurs manières de décrire un tableau HTML, mais en réalité un tableau HTML normalement, quand il est fait proprement, c'est table, ensuite on a des headers, et ensuite on a le body, donc on a le body du tableau. Donc normalement on fait un tableau se constituer d'une en-tête, puis c'est constitué ensuite du corps du tableau, donc le reste du tableau. Ça n'a pas été fait comme ça, puis c'est pas grave, on va se débrouiller. Mais si ça avait été un beau HTML où on avait bien décrit les headers, normalement il aurait trouvé tout seul les en-têtes des colonnes. Donc là les colonnes pour l'instant s'appellent 0, 1, 2, 3. Nous ce qu'on va faire c'est qu'on va dire dans la data frame, donc dans le tableau Excel en gros, iloc ça veut dire index location, donc c'est index ce sont des lignes. Donc pour la ligne 0, donc la première ligne, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que les colonnes, au lieu d'avoir 0, 1, 2, 3, 4, le contenu de la première ligne, on va le mettre à la place des colonnes. En gros, le contenu des colonnes va être substitué par le contenu là. On y va? Let's go. Donc là, je vais regarder le résultat. Et effectivement, le contenu de df iloc 0, donc la première ligne, et je pourrais vous montrer le contenu de la première ligne. Voilà, c'est le contenu de la première ligne. Il va être inséré à la place des colonnes. Donc vous voyez que c'est quand même très bien fait Pandas. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est qu'il va falloir qu'on l'enlève. Parce que cette ligne-là, maintenant, si je vous affiche le tableau, hop, vous voyez que c'est avec... Vous allez voir qu'avec Jupyter, c'est super bien fait. On a maintenant en gras les titres, mais par contre, maintenant, je ne veux pas garder cette ligne-là, parce que ce n'est pas du vrai contenu. Donc vous allez voir, c'est très simple. C'est comme en Python, entre guillemets, normal, sans cette bibliothèque. On va définir, on va dire qu'on va garder de 1 jusqu'à la fin. Ça veut dire 1 jusqu'à la fin. Quand on met rien à la fin, ça veut dire la fin, en gros. Je pourrais très bien dire que je garde uniquement le contenu entre la deuxième ligne, enfin la troisième ligne, donc du coup je vais jusqu'à 2, et la 9e ligne. Donc ça aurait été 8. Voilà, on pourrait dire ça. On pourrait dire que on pourrait le faire dans l'autre sens, dire je garde tout, mais jusqu'à la dernière ligne, moins 8. Voilà, il y a plein de trucs, je vous laisserai essayer, mais c'est quand même très bien fait. Donc là, pour retirer la première ligne, je vais dire que je garde toutes les lignes à partir de l'index 1, donc c'est-à-dire de ce numéro-là, donc index 0, index 1, donc je vais tout garder de 1 jusqu'à la fin. Hop, on va faire ça, et je vais afficher la table.
Et vous voyez que la première ligne a sauté. Celle-ci, elle a sauté. Maintenant, elle faisait 97 lignes. Normalement, elle devrait faire 96. Bingo, elle fait 96 lignes. Ça, c'est pour mon premier nettoyage. Le deuxième nettoyage que je vais faire, c'est qu'il va falloir que j'enlève toutes ces choses pas très belles, les 2 tirets, 3 tirets. C'est vraiment n'importe quoi. Il y a des petits tirets, il y a des longs tirets. Voilà, bon, ça c'est classique. Vous allez toujours avoir le problème. Donc moi, en général, ce que j'utilise, et c'est assez bien fait, d'utiliser dans Pandas, de faire une loupe sur les data frames. Alors vous n'avez pas besoin de faire une loupe, en fait, vous mettez juste replace, ça va regarder dans tout le tableau, et ça va faire une substitution de clé-valeur. Donc la clé, c'est je vais chercher les tirets, je vais les remplacer par rien du tout. Je vais chercher les underscores, je vais les remplacer par rien du tout. Je vais chercher les virgules, je vais les remplacer par rien du tout. Hop, je vais mettre un petit espace, c'est plus facile. Je vais chercher tout ce qui est 2 points, je vais les remplacer par du vide, les tirets longs, et voilà, il y a plusieurs caractères ASCII. Alors là, ça paraît être pareil, mais en réalité, c'est pas exactement les mêmes. J'ai dû les copier-coller parce que je me suis fait avoir. N'oubliez pas de mettre regex true. Donc ça va, comment dire, être beaucoup plus propre, on va dire ça, parce que sinon, il va pas faire forcément le matching regex. On parlera des regex une autre fois. Et le in place. En fait, ça veut dire quoi in place dans Pandas? C'est hyper simple. C'est que vous avez 2 manières de le faire. Soit vous faites df égale une opération df.opération 1, 2, 3, 4, 5. Donc une méthode. Ok. Ça, c'est vous dites df est égal à df avec l'opération. Soit tout simplement ça, vous pouvez le remplacer par in place. Ça veut dire que je n'ai pas à mettre égal, c'est que dès que je fais ça, je le fais l'opération en place. Donc ça veut dire que de base, il va déjà faire df égal, en gros. Donc on y va pour ça. On va afficher, alors ça c'est pareil que de faire df, vous avez plusieurs manières de le faire. Ok, on va afficher le tableau. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on n'a plus les petits tirets. Vous voyez, il y avait des petits tirets ici, il n'y a plus de petits tirets. Ok. Maintenant, là, je vois que les 15 premières lignes, je vais essayer d'afficher tout le tableau. Donc là, je vois 15 lignes, je vais essayer d'afficher, allez, 100 lignes. Donc là, je vais avoir le tableau complet. Donc ça, c'est encore pour vous montrer la façon d'afficher plus de lignes. Voilà, c'est un petit tuyau, je vous le donne, parce que ça peut parfois être un peu fatigant d'en avoir beaucoup, et parfois c'est plus simple de voir la totalité pour voir si la donnée elle est propre. Donc je vais faire 100, et je vais regarder si j'ai pas de résidus de données un peu sales. Ok, ça a l'air correct. Ok, je vais repasser à 10 parce que sinon ça va me fatiguer pour le reste du temps. Alors, la colonne SNO, elle me sert à rien du tout. C'est un index qui était juste pour afficher dans le site web. Voilà, je sais même pas pourquoi elle l'avait mise. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire drop, tout simplement, comme dans une base de données. Et encore une fois, on va faire inPlaceTrue pour dire que j'ai pas besoin de faire df égale df.drop, etc. Hop, la colonne a disparu. Je vais utiliser maintenant un petit outil que je vous conseille d'aller voir. Hop, c'est une bibliothèque qui a été écrite par voilà, Ostrowski. Je ne sais pas qui c'est. J'ai essayé plusieurs méthodes. Moi-même, j'ai écrit une bibliothèque pour scraper des images d'un célèbre moteur de recherche. Il se trouve que là, c'est pas moi qui l'ai écrite, c'est lui. Et le problème que j'avais, c'est que les moteurs de recherche, il y en a plusieurs. Dans celui qui est le plus connu, quand vous faites un search d'image, en réalité, il fait justement du contenu dynamique. Et ils ont plein de systèmes pour bypasser, on va dire, les gens qui font du scrapping. Et du coup, les photos, je les ai en qualité qui sont pas terribles. Et ça, c'est pas génial quand on veut faire la reconnaissance faciale. Tandis que là, on va dire que c'est un peu moins protégé. Et que du coup, on va avoir des images en meilleure qualité. Donc vous allez voir, c'est très très simple. En une ligne de code, je dis, voilà, j'appelle ce script-là, je mets ma recherche, je dis où est-ce que je veux sortir, dans quel dossier je veux mettre la donnée, je peux même ajouter des filtres d'adultes, filtres enfants, etc. Et je peux mettre une limite, ça veut dire le nombre d'images que je veux télécharger. Donc on va utiliser ça. Pour la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire git clone. Donc on va cloner tout simplement, donc là moi il existe déjà, mais on va cloner tout simplement le repo. Je vais voir s'il est bien là. Oui, il est bien rendu ici.
Ok, d'ailleurs on le voit ici. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est le bbid.py. Donc je vais le copier ici, là, dans le même... voilà, juste pour faire un call qui s'appelle python bbid.py. Et là, je vais par exemple chercher data buzzword. Donc en gros, l'équivalent, ce serait de dire Bing. Je pense que c'est bing.com, je préfère. Donc là, je vais regarder data buzzword. Image. Ok, j'ai ces images-là. On va voir ce que ça donne. On va tout simplement dire... On va l'envoyer la recherche data buzzword, on lui dit d'en télécharger une image et on va l'envoyer dans testdl. Je vais dans testdl. Ok, je trouve cette image-là. Alors les images peuvent varier parce qu'il y a du contenu en fonction du cookie, il va présenter des contenus différents en premier, mais globalement, il m'a trouvé une image. Intéressant. Donc ça, c'est apéro papa manchot. Alors je ne sais pas ce que c'est qu'apéro papa manchot, ok. Très bien, si tu veux. Mais voilà, la recherche. Maintenant, si je vais aller voir Emmanuel Macron, par exemple, hop, il a trouvé une image, 0, 0, voilà, c'est une image, et effectivement, c'est Emmanuel Macron. Donc c'est ça qu'on va venir chercher à utiliser. Donc là, vous commencez à voir le puzzle qui s'assemble. J'ai les présidents et les premiers ministres, d'un côté, président, présidente et première ministre. Et j'ai un téléchargeur d'images. Donc maintenant, il va falloir que je mette tout ça ensemble. Donc je vais dire tout simplement pour chaque pays, pour chacune, alors voilà, df.values, tout simplement, c'est dire, ok, quelles sont les valeurs. Donc en fait, il me le transforme en ce qu'on appelle un tableau, un array Python, tout simplement. Et puis, je peux le transformer en liste. Voilà. Et je vais itérer là-dessus. Ce que je peux faire, c'est que je peux lui dire ça. Donc d'ailleurs, on va regarder la structure. Excusez, hop. La structure, ça va être quoi? C'est qu'il va me renvoyer donc une liste et une liste de listes. Donc la première liste, c'est celle-là. Et dans la liste, mon premier élément est aussi une liste de 3 items. Le pays, le président ou la présidente, et la première ministre ou le premier ministre. Donc tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire, on va dépackager donc pour chaque itération, chaque ligne, on va lui dire le premier item c'est le pays, le deuxième c'est le président, le troisième c'est le ou la première ministre. Donc là je vais juste afficher ça, le pays, le président, PM, le premier ministre, et je vais créer un slug. Pourquoi je vais faire un slug? Donc déjà c'est quoi un slug? Ça va être très simple à regarder. Un slug c'est quoi? Par exemple si je prends ce nom là, hop, c'est quoi un slug? Un slug, c'est à l'origine, ça vient des pages web. Quand vous avez une page web, regardez ici, par exemple, en langage normal, vous mettriez liste des premiers ministres, etc., etc. En fait, pour Internet, les espaces, ça n'existe pas. Enfin, si ça existe, mais c'est des caractères un peu spéciaux. Mais pour rendre lisible, on va faire ce qu'on appelle des slugs, ça veut dire qu'on va remplacer par des tirets ou on va mettre des alias, entre guillemets, pour simplifier la lecture des pages. Et donc moi je vais utiliser le Slugify qui va en gros tout passer en small caps, on va tout mettre en petits caractères, donc il n'y a plus de majuscules, on va tout passer en minuscules, voilà, cherchez. On va mettre des tirets à la place des espaces, ça va retirer tous les caractères spéciaux, les et, les a, etc. Et ça va tout transformer en quelque chose qui est un langage, je vais dire machine, ok? Et pourquoi? Parce que je vais créer des dossiers pour chacun de ces personnages, et je voudrais que ça soit des dossiers Linux, et j'ai pas envie de me retrouver avec des espaces, j'ai pas envie de me retrouver avec des problèmes de caractères, parce que dedans il y a par exemple la Russie, il pourrait y avoir le Japon, la Chine, etc. Et du coup ça va créer des problèmes sur les références de la machine. Donc je pourrais trouver des exemples où je vais avoir des problèmes probablement avec des caractères par exemple cyrilliques ou des choses comme ça dans le système. Là j'en vois pas. Mais on va dire que ça peut arriver ou que ça devrait arriver. Enfin, ça pourrait arriver. Donc on va dire si le président n'est pas nul, s'il y a un président, on va faire le Slugify, donc on va nettoyer son nom, comme on vient faire là. Et ensuite on va créer un dossier, on va l'appeler train, donc un dossier train, qui sera ensuite suivi de ce qu'on appelle le slug de country. Donc je vais nettoyer le pays aussi. Par exemple, si je mets... est-ce qu'il y a des pays composés en plusieurs mots? Voilà, New Zealand, j'ai pas envie d'avoir un espace dans le dossier.
underscore le président, underscore le nom du président. Comme ça, dans le futur, je pourrais redécouper, avec le underscore, je pourrais redécouper tout ça et reparser, retrouver le pays, la fonction et ensuite la personne. Tout simplement ce que je vais faire. Donc là, le OS pass join, ça veut juste dire, en gros, ça revient à dire, hop, pour ceux qui ne connaissent pas, on va faire train / blablabla. En gros. C'est plus propre de faire OS pass join que de faire le slash vous-même parce que ça dépend des systèmes. La plupart du temps, c'est un slash, mais ça peut être un backslash, par exemple sur Windows. Et vous voyez que je peux même appeler, c'est magique, directement le Python avec un point d'exclamation devant pour appeler le script de téléchargement. Je vais télécharger 10 images, les 10 premières images dedans. Donc ça peut prendre un peu de temps. Donc on regarde le PM, on va faire la même chose avec le ou les premiers ministres. Ça peut prendre un peu de temps, donc en fait je vais faire tourner une première fois, mais je vais vous montrer un truc un peu cool. Si vous ne connaissez pas déjà, hop, je nettoie. Je fais tourner ça. Donc ce qui se passe, il va dire je fais l'Afghanistan, je cherche Mohamed Ashraf Ghani. Voilà, il télécharge. Et là il fait l'Albanie, l'Algérie, etc. Bon, j'arrête là, parce que je ne sais pas trop quand ça commence, quand est-ce que ça termine. Je vais rajouter un petit truc qui s'appelle TQDM. Hop, je vais faire import TQDM. Et TQDM, en fait, c'est quoi? C'est un petit outil pour faire les barres de progression. Voilà, c'est tellement simple, tellement beau, tellement magique. Donc là, je vais faire from TQDM, import TQDM. Et en fait, je peux lui mettre une liste. En fait, quand il va rentrer dans une boucle, donc je vais le mettre autour d'un élément d'une boucle. Hop. Et lui, il va voir la progression. Donc, module is not callable. Import TQDM. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Il y a des équivalents pour TQDM. TQDM.TQDM. Voilà, bon, ça marche. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait... ok. Donc, vous voyez, il y a un petit onglet de progression. Il dit qu'on a fait 0 sur 96. Mais là, ils vont se mettre les uns dans les autres. Il va faire au fur et à mesure. Donc ça, c'est parce que j'ai été un peu verbeux là-dessus. Vous pouvez le mettre, vous pouvez le laisser, ça c'est à vous de voir. On pourrait aussi écrire, changer le descriptif en fait de cette barre de progression. Hop, on va le faire. C'est juste pour le fun. Parce que j'aime bien quand les trucs sont propres. Donc on va dire progress bar égale à ça. Ici, on va lui passer progress bar. Donc ce qui revient à la même chose. Et ici, je vais aller voir la doc parce que je ne me souviens plus comment faire. Voilà, il appelle pbar, donc c'est la même chose. Et on peut faire un set description. Hop. Donc plutôt que de faire ce que j'ai fait avec du print, on pourrait faire pb ou pbar comme vous voulez. Hop. Pbar. Hop. Pbar. Je vais couper ma loupe là parce qu'il est parti en cacahuète. Ok. Et on va faire un set description. Et par exemple, je vais dire que je vais chercher processing. Donc il y a plusieurs manières de le présenter. On peut faire ça comme ça. Peut-être un petit peu plus beau. Hop. Et je vais le mettre ici. Et là, je vais le mettre ici. Hop. Ici, c'est pas le président, c'est le Premier ministre. Le ou la première ministre. Ok, on y va. Et là, ça va me faire une petite description. Et ouais, malheureusement, la bibliothèque dessous, c'est BBID là. Et lui, il écrit, donc du coup, ça vient pourrir un peu mon truc. Mais bon, peu importe, vous avez compris le concept. Je pourrais le mettre, je pense que je peux cacher les outputs. Probablement, Jupyter, remove, shell, output. Je pense qu'on peut faire un truc du genre. Ouais, j'ai pas le. Je crois qu'il y a 1% quelque chose à mettre au-dessus. Bon, il faudra que je trouve. Mais vous avez compris le concept et au moins vous pouvez voir la progression qui vient dessus. Voilà pour aujourd'hui. Donc pour rappel, on a fait du scrapping sur des pages HTML relativement simples. On a vu l'utilisation de la bibliothèque Pandas. On a vu le petit outil qui s'appelle Bulk Bing Image Downloader, donc BBID. On a vu comment l'utiliser super simplement. On a aussi vu les petites barres de progression, c'est assez sympa. Et surtout, on a vu qu'on était capable de mélanger du code Python et du code Shell
ensemble. Alors par exemple ici, j'avais appelé output directory qui était une variable Python. Si j'utilisais un $, en fait, je pouvais l'injecter dans mon shell. Et ça, c'est vraiment pratique. C'est pas très propre, je vous cache pas, mais ça vous permet de poker rapidement. Et tout ça, ça m'a envoyé de la donnée dans Train, et vous voyez que j'ai quand même pas mal de choses qui sont arrivées. Donc ça va. Moi, j'ai déjà fait il y a un bout de temps. Vous voyez, la vidéo, je l'ai préparée il y a longtemps, mais j'étais un peu pris. Mais vous voyez qu'ici, je vais des photos qui ont été téléchargées. Hop. Alors, tout ne va pas être relevant. Enfin, tout ne va pas être approprié. Mais, voilà. On a un certain nombre. Donc, il va y avoir des petits mélanges. Donc là, je vous parlais du nettoyage pour le machine learning. Qui est plutôt du nettoyage de tableaux, de choses comme ça. Vous voyez bien que quand vous êtes sur le deep learning, il y a du nettoyage mais des datasets, mais qui est encore autre chose. Vous voyez, là, on va avoir du crap à nettoyer. Et en fait, ça, c'est un biais que vous allez avoir de l'Internet, et ça, c'est un biais qui est important à comprendre en machine learning et en deep learning. C'est quand vous allez dans des pays, je vais dire, qui sont plutôt pas des pays occidentaux, donc où l'Internet, soit il est bridé, soit c'est de l'Internet, soit il n'y a pas Internet tout simplement, ou très peu. Ou troisième chose, les outils ne sont pas les mêmes. Et donc, par exemple, vous n'avez pas le même moteur de recherche en Russie que vous avez en Chine, que ce que vous avez plutôt en Occident, on va dire, où tout le monde utilise Google, Bing, globalement, Yahoo, quoi. Et puis DuckDuckGo pour les gens bien, ou Quant pour les gens qui sont plutôt franco-français. Donc l'idée, elle est de vous dire qu'il y a quand même des biais qui vont arriver en machine learning, en deep learning, c'est-à-dire que tout ce qui va être Canada, Europe, etc., je vais avoir de la donnée en général qui va être plutôt de qualité. On va trouver des choses qui sont relevant, voilà, qui font du sens, Justin Trudeau. Dès qu'on va aller sur des pays qui sont plus ou moins bien indexés sur Internet et qu'ils sont bien représentés par les algos de machine learning, par leur pertinence, plus ça va être compliqué d'avoir de la qualité. Et ça, c'est valable pour les images, comme vous venez de le voir là, mais c'est aussi valable pour le texte. La plupart du texte sur Internet, il est en anglais. Et donc, du coup, dès qu'on cherche à faire, par exemple, du traitement du langage sur d'autres langues que l'anglais, ça devient plus compliqué. Et c'est la même chose sur le speech-to-text, donc la reconnaissance vocale. Il y a énormément d'anglais, il y a très peu les autres langues. Et pareil sur la génération vocale, donc ce qu'on appelle le text-to-speech. Là, c'est pareil, il y a très peu de datasets qui sont de qualité autre que l'anglais. Donc vous verrez, il y aura probablement du nettoyage à faire, mais ça fait partie du boulot. Donc, pour la semaine prochaine, je vous tease un petit peu ce qu'on va faire. On fera du Elasticsearch. En réalité, on va utiliser du OpenDistro, qui est un fork open source de Elasticsearch, parce qu'il me manquait sur Elasticsearch un truc qui s'appelle, alors pas les KNN, mais qui s'appelle les dense vectors. On en reparlera la semaine prochaine d'Elasticsearch. Et les dense vectors vont permettre de faire on en reparlera, mais des espaces vectoriels de tous ces visages qu'on a là, et d'en faire des représentations mathématiques qu'on pourra indexer, qu'on pourra rechercher de façon ultra rapide et performante. Donc ça, c'est le petit teasing pour la semaine pro. D'ici là, portez-vous bien, faites bien tourner ce script, faites un petit peu de nettoyage, ça va pas être simple. Au pire, c'est pas grave, c'est une preuve de concept, c'est pour vous montrer comment ça marche, et après, vous ferez vos propres indexations. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Comme d'habitude, subscribe, la petite cloche, partagez à vos proches ou à vos amis qui sont intéressés par ces domaines-là. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir, et les commentaires, ça m'aide aussi sur le ranking et ça me permet de prendre vos feedbacks. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne Discord sur laquelle on discute pas mal. En ce moment, les gros sujets de discussion, c'est comment est-ce qu'on va faire comment on fait de la reconnaissance vocale. Donc on a bien bossé dans les dernières semaines, et on va commencer à s'attaquer à la génération de la parole, donc ce qu'on appelle le text-to-speech. Allez-y et faites-vous plaisir. D'ici là, prenez du plaisir en faisant du machine learning et de l'IA. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao.